On t'écoute. Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hugo Portier, je suis interne en 3e semestre du DESAR et aujourd'hui je vais vous présenter un staff junior sur le damage control orthopédique et la place de l'amputation. J'ai été encadré par le docteur Rosemary Blau pour cette présentation que je remercie pour son aide. On va commencer par un cas clinique, c'est un cas qui nous est arrivé début février et je vais vous laisser vous mettre à la place des réanimateurs qui l'ont pris en charge au déchocage. Donc c'est un patient, c'est Monsieur H, c'est un patient de 24 ans qui n'a pas d'antécédent notable, qui a présenté un AVP moto à haute cinétique avec un bilan initial du SAMU, un patient qui est hémodynamiquement instable avec une fréquence cardiaque à 140, une pression artérielle à 80-40 mm de mercure. Il est initialement Glasgow 15 avec une augmentation de sa fréquence respi à 30 par minute. Et en fait, les médecins du SAMU vous décrivent des fractures ouvertes du membre inférieur droit avec la nécessité de poser un garrot fémoral sur un saignement actif. Par ailleurs, ils vous décrivent un bassin qui est comme décrit instable avec la mise en place d'une ceinture pelvienne. Ils font une intubation orotrachéale préhospitalière sur les critères de la douleur et ils introduisent un support vasopresseur. L'hémoQ initial est à 15 grammes par décilitre et ils vous rappellent 1 heure plus tard pour vous dire que ce dernier est passé à 10 grammes par décilitre et il est transféré en salle de déchocage de votre à l'HIA Percy. Lorsqu'il arrive chez vous, il présente toujours une défaillance hémodynamique avec du coup à peu près les mêmes paramètres vitaux que je viens de vous citer, une hypothermie à 35 degrés, l'absence d'anomalie à l'examen clinique thoracique, la faste que vous réalisez est négative et le garrot fémoral est lâché à 2 heures après le traumatisme sans reprise du saignement actif. La radio de bassin que vous pouvez voir en bas à droite montre un fracas osseux de la iliaque droite ainsi qu'un diastasis de la symphyse pubienne. Vous arrivez à stabiliser le patient au déchocage avec 1 litre de ringère lactate, le début du pack de transfusion massive numéro 1 au vu des critères red flag que vous aviez déjà vus lors du bilan initial du SAMU et l'augmentation du support par noradrénaline à 3 mg/h. Vous partez maintenant au scanner et au bilan lésionnel, vous retrouvez donc un fracas du bassin avec un saignement artériel actif, comme on peut le voir sur l'image du scanner au centre de la diapositive, un fracas ouvert du genou et de la jambe droite avec l'absence de vascularisation en distalité hormis au niveau de l'artère tibiale postérieure et rien sur le crâne et le thorax. La question maintenant que je vous propose, c'est, on va faire à main levée, première proposition, vous emmenez le patient au bloc pour damage control orthopédique de ses fractures de membres dès la fin du scanner, qui est pour cette proposition. Réponse numéro 2, vous emmenez le patient au bloc pour fixation définitive de ses fractures de membres dès la fin du scanner, qui est pour cette proposition. Ok. Vous emmenez le patient en réanimation, le malade est trop grave pour un geste hémostatique, qui est pour cette proposition. En effet, ce n'est pas une bonne idée. Vous emmenez le patient en salle d'angiographie pour embolisation de son saignement de bassin. Yes. Et enfin, vous vous posez la question de la viabilité de cette jambe. En effet. Donc, en effet, on a un patient qui est hémodynamiquement instable, chez qui un geste du coup d'embolisation est possible et qui permet donc de régler initialement le problème du saignement. Et ensuite, on passera au bloc opératoire pour réaliser donc le damage control orthopédique. Et en effet, on se pose bien la question de la viabilité de cette jambe. Donc le damage control orthopédique, un peu d'histoire et de définition. Le damage control, c'est une technique chirurgicale qui est connue depuis de nombreuses années sur différents types de chirurgie, comme la chirurgie vasculaire, la chirurgie viscérale. Et en fait, en début des années 2000, il y a l'apparition du damage control orthopédique par Scaella, qui compare en fait avec le early total care des années 90. En fait, le early total care, c'était les patients traumatisés. On leur proposait en fait une fixation immédiate et définitive de leur fracture. Et en fait, c'est imposé depuis les années 2000 l'apparition donc de ce damage control orthopédique qui est en fait la stabilisation temporaire des foyers de fracture par fixateur externe le plus souvent, permettant donc de diminuer les pertes sanguines, le temps opératoire, ainsi que l'intensité de l'agression chirurgicale. Ici, vous pouvez voir une figure de Pape paru dans Injury en 2020 qui montre en fait la diminution de la mortalité avec l'initiation donc du damage control, avec aussi l'initiation de la transfusion massive, avec une mortalité qui diminue à chaque fois que ces principes avaient été mis en place. Le damage control orthopédique, ça a plusieurs objectifs. Premièrement, ça diminue le risque d'embolie graisseuse. En effet, avec les foyers de fracture, quand les fractures ne sont pas réalignées, on a un risque de frottement des os entre eux, et ce qui crée donc ce risque d'embolie graisseuse chez nos patients. Ensuite, ça a été montré que ça diminue aussi le risque de syndrome de détresse respiratoire aiguë chez les patients chez qui on réalise un damage control orthopédique, on reviendra là-dessus. Et enfin, à l'instant T, ça permet donc de stopper l'hémorragie et de limiter le saignement chez ces patients, de stopper l'ischémie lorsqu'un fracas osseux vient comprimer des axes vasculaires, et enfin de préserver la fonction avec justement le but de sauver les membres de nos patients pour qu'ils puissent remarcher, et également en fait en parant l'avant les traumatismes musculaires et osseux, et enfin de limiter le risque de contamination infectieuse.
J'aimerais revenir sur un point de physiopathologie qui s'appelle le second hit. Donc en fait, le traumatisme initial, c'est responsable d'une réponse inflammatoire importante, avec un gros CIRS lié au trauma. Et en fait, une prise en charge chirurgicale agressive serait responsable d'un second hit, avec une deuxième inflammation, qui, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, qui en fait serait responsable de complications systémiques par la suite, avec des syndromes de détresse respiratoire aiguë et des défaillances multiviscérales. En fait, donc, le damage control orthopédique, ça permet donc de diminuer ce stress chirurgical chez les patients polytraumatisés. Maintenant, quels patients sont à traiter par ce damage control? Il y a principalement les patients qui sont instables sur le plan hémodynamique, qui ont des fractures de membres qui nécessitent un geste d'hémostase rapide, qui peut être pris en charge par damage control orthopédique. Bien évidemment, s'ils n'ont pas d'autres lésions, comme ce qui était le cas de M. H, avec une lésion facilement accessible à un geste d'embolisation, ou s'il y a des saignements avec un hémopéritoine ou ce genre de choses, ou une lésion intracrânienne. Ensuite, il y a les patients atteints de traumatisme de membres nécessitant un geste vasculaire, avec justement ce réalignement de membres qui permet donc d'accéder aux chirurgiens vasculaires pour faire leur damage control vasculaire. Et enfin, il y a aussi le contexte sanitaire précaire ou en temps de crise, lors des afflux massifs de victimes, où certains patients qui auraient pu bénéficier d'une prise en charge avec une fixation immédiate de leur foyer de fracture, avec par exemple un enclouage centromédulaire d'une fracture de fémur, en fait, vont avoir un traitement par damage control orthopédique pour justement libérer du temps aux chirurgiens pour qu'ils puissent prendre en charge plusieurs patients assez rapidement, ce qui a été vu du coup dans les différents attentats qui sont arrivés en France ces dernières années. Et enfin, les patients dits borderline ou limite, je vais revenir un peu dessus. En fait, en 2007, Pape, qui est un trauma surgeon travaillant aux États-Unis, qui en fait a essayé de classifier les différents patients en fonction de leur gravité, en classifiant les patients en tant que stables, borderline, instables ou critiques, avec des critères qui sont assez réanimatoires, justement vu que c'est souvent des trauma surgeons qui prennent en charge les traumatisés en tant que trauma leader. Il a donc parlé des signes de choc, de coagulopathie, de température et des lésions d'organes associées. Et en fait, il a essayé donc de classifier ces patients. Et il a montré qu'en fait, chez les patients qui étaient donc dans la classe borderline, les patients qui étaient donc fixés immédiatement présentaient plus d'acute lung injury dans leur suite de leur prise en charge, avec également, même si ce n'était pas significatif, une tendance vers un surrisque aussi de syndrome de détresse respiratoire aiguë. Maintenant, que disent les RFE? C'était surtout pour vous présenter le fait que des RFE sur les traumatisés sévères de membres sont parus en 2020 par l'AFSPA. Et en fait, je ne vais pas vous relire tout ce qui est écrit sur ces diapos, ça résume à peu près les 3 diapositives que je viens de vous présenter. Mais en fait, ils ont essayé également de classer les patients entre les patients à risque faible, qui sont les patients chez qui ne présentent pas de défaillance circulatoire, pas de coagulopathie, qui ne sont pas hypothermes, bref, qui n'ont principalement qu'un trauma de membre simple, chez qui en fait un enclouage, une chirurgie définitive est faisable et sûre, sans entraîner de risque de complications chez eux. Ensuite, pour les patients intermédiaires ou élevés, en fait, ils ont créé cet arbre diagnostique où ils disent qu'en effet, il faut passer du coup sur une chirurgie séquentielle avec soit des fixateurs externes ou d'autres dispositifs, avec des patients qui vont ensuite être pris en charge souvent en réanimation avec une réévaluation quotidienne pour savoir quand est-ce que le bon timing est pour aller à l'ostéosynthèse sur-retardée. Et ça arrive aussi parfois que des patients soient tellement graves avec la mise en place d'un fixateur externe qu'ils restent plusieurs jours, voire semaines, avec leur fixateur externe jusqu'à leur prise en charge pour une rééducation. On revient au cas clinique de M. H, qui a donc été embolisé au niveau des branches proximales de l'artère hypogastrique droite. Vous allez continuer à le transfuser en salle d'angiographie, et en fait, il y a une reprise d'un saignement en nappe au niveau du membre inférieur droit, avec la persistance d'un choc hémorragique associé à une coagulopathie traumatique. Il y a donc une indication formelle à un damage control orthopédique, avec un lavage-parage des plaies au niveau des foyers de fracture, et la mise en place de fixateurs externes. Vous aviez déjà pris la décision avec les chirurgiens orthopédiques de ne pas réaliser de fixation de bassin et de prendre en charge donc seulement l'embolisation. Du côté anesthésie, le bloc opératoire se passe avec une défaillance hémodynamique majeure, avec un support vasopresseur jusqu'à 10 mg/h, avec la décision de ne pas réaliser d'aponeurotomie de décharge à la fin du bloc opératoire devant le risque hémorragique et la coagulopathie traumatique du patient. Au final, vous pouvez voir ici les résultats post-opératoires. Le patient aura été transfusé donc de 16 culos, 16 plio, 4 concentrés plaquettaires, du fibrinogène, du remplissage et du calcium tout au long de sa prise à charge. Et vous pouvez voir ici donc, le fixateur externe avec déjà, comme on peut le voir, un défaut de vascularisation au niveau des orteils sur la photo de droite. Le lendemain matin, M. H présente toujours un état de choc post-traumatique avec une acidose métabolique, une insuffisance rénale aiguë caligo 3 anurique en lien avec une rhabdomyolyse sévère avec des CPK à 35 000 unités par litre.
une jambe droite qui est d'allure ischémique et la persistance des besoins transfusionnels itératifs. La question que je vous pose maintenant, c'est qu'est-ce que vous faites pour ce malade? Encore une fois, à main levée, vous continuez la prise en charge en réanimation pour attendre la fin de l'orage post-chirurgie initiale, qui est pour cette proposition. Vous proposez un geste de revascularisation de la jambe droite par chirurgie vasculaire, qui est pour cette proposition. Vous proposez une amputation de la jambe droite. Vous proposez une fasciotomie de décharge. Et la rhabdomyolyse ne rentre pas en compte dans votre réflexion. Ok, bon, vous vous en doutez, au vu du topo, en effet, on a proposé à ce patient une amputation de sa jambe. Et donc, on va refaire un peu le point sur l'amputation dans les traumas de membres. L'amputation d'origine traumatique, c'est environ responsable de 7 à 10% des cas d'amputation en Europe, en milieu civil, avec justement aux États-Unis un taux qui varie plutôt aux alentours de 17 à 20%, avec le fait que les blessures par projectiles de guerre, en fait, ça augmente le risque d'amputation, principalement par blast, avec des blessures au niveau vasculaire. Le risque d'amputation aussi est en augmentation dans le contexte civil avec justement sur nos derniers recueils des années 2017-2020, il y avait les patients en fait, qui ont été pris en charge post-attentat qui ont sévi la France à cette période-là. Et la zone d'amputation doit aussi également être prise en compte pour un appareillage chez nos patients par la suite, avec justement des patients qui, si l'amputation est réalisée en sous-gonale, c'est-à-dire sous le genou, la prise en charge en MPR est plus facile avec des prothèses qui marchent mieux chez nos patients. Ensuite, quels sont les patients chez qui une amputation d'emblée est nécessaire? L'amputation, c'est jamais quelque chose de facile à prendre comme décision, et elle se visage devant trois possibilités. Soit le blessé est hémodynamiquement instable avec un damage control orthopédique qui est réalisé pour enrayer un processus hémorragique. Il y a aussi également les patients qui ont une lésion qui est non accessible à une reconstruction, comme vous pouvez le voir sur ces deux photos de traumatisés français en milieu militaire, avec des blessures qui sont telles qu'un geste de reconstruction, au final, ne semble pas logique et ne permettrait pas une bonne fonction chez nos patients. Et enfin, cet intérêt collectif, comme je vous parlais pour le damage control orthopédique, avec le contexte d'afflux massif de victimes, où certains patients auraient pu nécessiter un fixateur externe, mais qui au final ont reçu une amputation, ou encore une fois le damage control orthopédique en milieu hostile, donc en chirurgie de guerre. Je vous présente maintenant cette diapositive volée au docteur Rigal, qui est donc un de nos chirurgiens orthopédistes, avec la priorité numéro 1, qui est de sauver la vie de malade, donc des fois devoir réaliser une amputation. Avec la priorité numéro 2, c'est soit sauver le membre amputé si nécessaire, et enfin passer dans la case de préserver la fonction avec un damage control orthopédique, conservateur ou non. Aucun critère pris isolément ne doit pousser à l'amputation d'emblée, sauf nécessité absolue pour le patient. Est-ce qu'on a des scores d'aide maintenant à la décision? On a un score historique qui s'appelle le Mangle Extremity Severity Score, qui est paru dans les années 90 par Johansson, qui en fait se base sur l'intensité du traumatisme, avec également l'ischémie de membre sur des critères cliniques qui est coté en fonction des différents critères cliniques. Et ces scores sont même augmentés par 2 si jamais la durée d'ischémie est estimée à plus de 6 heures. Enfin, il y a les critères réanimatoires avec les signes de choc et également l'âge des patients qui est pris en compte avec des patients quand ils considèrent que les patients jeunes ont plus de chances de récupération d'une bonne fonction de leurs membres que les patients plus âgés. Monsieur H, j'avais coté son score de Metz à 9. Est-ce que maintenant c'est un score qui est vraiment prédictif? En fait, depuis 35 ans, au final, il y a une remise en question constante du MES avec cette première étude qui montre qu'un MES avec un score supérieur ou égal à 8, on montrait dans une cohorte de patients en 2016 qu'en fait, ça avait une valeur prédictive positive d'amputation seulement à 43,2%. Ensuite, est-ce que ça pourrait également prédire le risque d'échec de sauvetage des membres dans les traumas vasculaires? En effet, cette étude de 2019 a montré que en fait, sur des patients qui avaient un score de MES supérieur à 11, chez qui une tentative de sauvetage de membres avait été réalisée, en fait, ils avaient plus de 75% de ces patients qui avaient en fait un poor outcome, c'est-à-dire soit qu'ils étaient repris au bloc opératoire, soit qu'ils mouraient, soit qu'ils avaient leurs membres qui s'infectaient. Enfin bref, c'était des patients qui étaient avec une fonction de leurs membres qui avaient tenté d'être sauvés très délétère. Donc en fait, ils ont proposé à la fin de cette étude qu'un score de MES supérieur à 11, ça pourrait même envisager une amputation d'emblée chez ces malades. Ensuite, est-ce que ça pourrait être utile aussi en médecine de catastrophe? En 2023 est parue cette étude par une équipe turque dans Injury qui montrait en fait, ils ont essayé de chercher le meilleur cut-off pour ce score de MES avec des patients qui sont arrivés massivement à la suite du tremblement de terre de 2022. Et ils ont trouvé qu'en fait, un score de MES chez ces patients supérieur à 9 était le cut-off avec la meilleure spécificité et sensibilité chez ces patients qui avaient été pris en charge massivement dans un hôpital.
Ensuite, maintenant, est-ce qu'il y a d'autres scores qui existent? En fait, d'autres scores sont parus dans la littérature, avec principalement donc, le MES qui a été étudié, également le NISA qui en gros se base aussi donc, sur, en plus des critères du MES, sur les critères par rapport aux blessures de nerfs, qui même si on a par exemple une section au niveau des nerfs du membre inférieur, ne sont pas un critère isolé pour faire une amputation de membre, parce que des fois, maintenant, les reconstructions de nerfs permettent de justement avoir quand même une fonction satisfaisante par la suite. Et ensuite, il prenait également ce score, la contamination ainsi que le dégât lié aux os et aux tissus mous, ce que ne faisait pas le MES. Mais au final, donc dans un revue de tous ces scores, ils ont essayé de voir quelle était la spécificité et la sensibilité de chacun de ces scores. Et en fait, on se retrouve avec des scores qui sont très spécifiques, mais très peu sensibles pour prédire justement le risque d'amputation. Maintenant, est-ce que prendre la décision d'amputer, enfin de sauver un membre, est-ce que c'est un vrai bénéfice pour nos malades? Au final, on s'est rendu compte que la qualité de vie était similaire, voire en faveur de l'amputation, en milieu civil et militaire, sur différents critères, comme sur les critères émotionnels et sur la dépression, avec surtout en fait, des patients, si jamais une fonction n'était pas sauvée, enfin si un membre avait tenté d'être sauvé et que dernièrement le patient en fait, était amputé secondairement parce qu'il avait une fonction dégradée, en fait, il présentait plus de syndrome de stress post-traumatique et de dépression. Également, en fait, amputer un malade, ça diminue le temps d'hospitalisation ainsi que le risque de complications avec justement un risque infectieux qui est majoré chez les patients chez qui une tentative de sauvetage de membre est réalisée. Pardon. On peut voir donc, dans cette étude de 2013 qui se basait en fait sur, qui s'appelle l'étude Metals, parue en 2013 donc, par Doukas, qui prenait les différents blessés américains qui avaient été soit amputés, soit avec une tentative de sauvetage de membres. Ils se rendaient compte que sur des critères déclaratifs, donc sur l'activité de tous les jours, les statuts émotionnels, au final, ils découvraient qu'il y avait un bénéfice significatif à l'amputation chez ces malades, avec comme biais de sélection le fait que la population militaire est une population jeune, souvent dynamique, avec un accès assez conséquent aux soins de MPR du fait de leur fonction. Maintenant se pose la question du timing de l'amputation. Avec cet adage, il n'y a jamais d'urgence à réaliser une amputation, mais en fait, il y a l'amputation de J0 dont je vous ai déjà parlé, c'est l'amputation de sauvetage avec, je vous rappelle l'adage, sauver la vibre versus sauver le membre. Et enfin, l'amputation supérieure à J15, qui est l'amputation que j'appelle de résignation chez des patients qui n'ont pas récupéré une bonne fonction après avoir tenté de sauver leur membre. Ensuite, il y a l'amputation entre J1 et J15 qui peut être liée soit au mauvais résultat du damage control initial, soit potentiellement, mais pour l'instant il n'y a aucun article dans la littérature qui en parle sur la persistance de l'état de choc post-traumatique, ou également la rhabdomyolyse menaçante. En effet, dernièrement, la rhabdomyolyse fait beaucoup parler d'elle par les équipes d'ici avec le Dr Bergis et également l'équipe de Percy avec le Dr Martinez dans Critical Care en 2024, où il a été montré qu'en fait la rhabdomyolyse associée au choc hémorragique, ça augmentait la mortalité à l'hôpital, comme on peut le voir ici. Donc dans le sous-groupe des patients avec un choc hémorragique, on se retrouve avec des patients qui meurent plus fréquemment à l'hôpital dans les 30 premiers jours de leur prise en charge, et également les patients qui présentent une rhabdomyolyse sévère, c'est-à-dire supérieure à 5000 unités par litre, en fait, présentaient plus de choc septique et de défaillance multiviscérale. Donc en fait, on peut se poser la question, pour l'instant il n'y a rien qui en parle, mais est-ce que la rhabdomyolyse sévère pourrait-elle être une indication à elle seule à l'amputation? En conclusion, l'amputation, ça peut faire partie donc, du damage control orthopédique initial. Je vous rappelle l'adage « sauver la vie, sauver le membre ». Il faut ne pas considérer l'amputation chez nos malades traumatisés comme un échec. En effet, avec en plus l'accès justement aux soins de MPR, ça peut être quelque chose avec la sécurité sociale, justement, avoir des patients qui ont facilement accès à ces systèmes-là par rapport à d'autres pays européens. Enfin, il faut toujours préférer l'amputation sous-gonale si possible pour un meilleur appareillage. Les scores pronostiques, on peut les utiliser, il faut savoir qu'ils existent, mais il faut savoir rester critique face à ces derniers, ils ne doivent pas juste à eux seuls indiquer une amputation. Ensuite, pour le futur, il y a cette question de rhabdomyolyse et de choc hémorragique. Et enfin, ça reste toujours une question qu'on doit se poser avec notre équipe qui prend en charge ces malades, avec le contexte de Trauma Center et tous nos chirurgiens orthopédiques qui des fois se battent, des fois aussi pour sauver les membres et des fois amputer nos malades. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions.